Goedenavond, bonsoir. Welkom op deze informatiesessie over het gemeentelijk mobiliteitsplan van de gemeente Vorst. Bienvenue à cette séance d'information sur le plan communal de mobilité de la commune de Forêt. On attend encore 2-3 minutes et après on commence cette séance d'information. Dus we wachten nog 2-3 minuten zodat mensen zich nog kunnen aansluiten en dan beginnen we eraan. Goedenavond, bonsoir. Bienvenue à cette séance d'information sur le nouveau plan communal de mobilité de la commune de Forêt. Goedenavond, welkom op deze informatieavond over het nieuw mobiliteitsplan van de gemeente Vorst. Ik ben Esmeralda van den Bos, schepen van mobiliteit hier in de gemeente. Moi, je suis Esmeralda van den Bos et je viens de la commune. Je viens de la mobilité à la commune de Forêt. Ce soir, on vous présente le plan communal de mobilité qui est en enquête publique depuis cette semaine. Comment est-ce qu'on est arrivé à ce plan? Dès que la région bruxelloise approuve son plan régional de mobilité, donc Good Move, les communes sont obligées de traduire ce plan au niveau local, au niveau de la commune. Et donc, c'est ce que la commune de Forêt a fait. On a travaillé là-dessus depuis début 2020 et non, maintenant on est à la fin de ce processus. Le plan est prêt. Et donc, on est en enquête publique. Ça veut dire que les riverains, les communes avoisinantes, différents acteurs régionaux, comme par exemple l'ASTI, peuvent remettre des observations ou des réclamations. Et donc, après cette période d'enquête publique qui va depuis 15 novembre jusqu'au 13 janvier, le plan va être adopté par le conseil communal de la commune de Forêt et donc la commune doit expliquer pourquoi elle a pris en compte les réclamations et observations de tous ceux qui ont participé à cette enquête publique, pourquoi on n'a pas pu prendre en compte les remarques, les réclamations, les observations. Vous pouvez participer à cette enquête publique via voie postale ou via l'adresse mail de mobilité @forêt.bruxelles. Juste encore souligner aussi que
Donc maintenant, on est à la dernière phase de participation, mais il y a bien d'autres moments de participation qui ont déjà eu lieu dans le mois de juin, où des ateliers participatifs ont eu lieu, et aussi une présentation des premières phases ont déjà eu lieu plus tôt cette année. Je vais passer la parole à Monsieur Jonathan Hayes, qui travaille pour le bureau d'études Traject, qui a travaillé avec la commune sur le plan communal de mobilité. Et dernièrement, j'aimerais encore remercier l'équipe de service mobilité qui est présente ce soir et qui va nous aider avec la session de questions-réponses après la présentation. Et aussi remercier l'équipe de service Infocom de la commune qui est également là pour assurer que cette séance d'infos en ligne passe très bien. Donc, merci déjà à vous. La présentation sera environ 45 minutes et après, donc, il y aura une période pour questions et réponses. Je vous souhaite une soirée très intéressante. Merci beaucoup, Madame Leschfin. Donc voilà, donc tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc quelques mots d'introduction en complément donc, de ce que Madame Leschfin vient de dire. Hein. Donc effectivement, la réalisation du plan communal de mobilité de Forêt, elle fait suite à l'approbation du plan régional de mobilité qui s'appelle donc Good Move et a donc pour but de traduire au niveau local la politique régionale de mobilité. Et donc, effectivement, on verra, il faut savoir aussi que les objectifs et les objectifs stratégiques définis dans ce plan communal de mobilité découlent donc de la vision régionale, que dans ce cadre-là, il y avait eu un large processus participatif qui avait été réalisé par la région de Bruxelles-Capitale en 2016, auquel vous avez peut-être participer. Et donc, si on synthétise un petit peu les principaux objectifs en matière de mobilité, mais qui sont aussi des objectifs qui sont là pour améliorer la qualité de vie sur la région de Bruxelles-Capitale, pour améliorer tout ce qui concerne la santé, la sécurité, la qualité de l'air, etc. Et donc, si on synthétise un petit peu ces objectifs régionaux à l'horizon 2030, ils sont de effectivement réduire les besoins en déplacement et leur longueur, d'avoir un moindre usage de la voiture individuelle, de développer la mobilité servicielle, d'offrir des réseaux de transport efficaces et structurés, aussi d'adopter une politique de stationnement qui est volontariste et enfin d'optimiser tout ce qui concerne la logistique urbaine. Il faut savoir qu'un plan communal de mobilité, donc ça se découpe ou déroule en 4 phases. Les 2 premières phases concernent effectivement le diagnostic de la situation existante et la définition des objectifs stratégiques hein, qui ont été présentés lors d'une séance d'information durant le printemps de cette année. Il faut savoir aussi, avant que je vienne après sur la suite, que le plan communal de mobilité, c'est conçu à la fois par un bureau d'études, en l'occurrence ici le bureau que je représente, Traject, en collaboration avec la commune, mais qui est aussi dans le cadre du processus ce qu'on appelle un comité de pilotage, et que le comité de pilotage, il se compose aussi de Bruxelles Mobilité, donc de la région, de la STIB, ainsi que d'autres intervenants tels que la zone de police, le GREC, etc. etc. Et donc, les 2 premières phases du PCM qui vous avait été présenté ont permis d'effectivement déjà définir des conditions de fonctionnement des différents réseaux de transport. Il faut savoir que 5 réseaux de transport sont définis, à savoir la marche, le vélo, les transports publics, l'automobile et les poids lourds. Que ça a permis aussi d'affiner éventuellement les réseaux de transport sur base de ce qui est déjà prévu par la région. Donc la région a prévu des réseaux pour chacun des modes et on a affiné à certains endroits ces réseaux, notamment en ce qui concerne le réseau piéton et le réseau vélo, qu'on a analysé aussi pour les voiries communales, mais aussi pour les voiries régionales, dans quelle mesure aujourd'hui les différents axes répondent en matière de conditions de fonctionnement aux objectifs qui ont été définis et effectivement ont amené à définir un plan d'action que je vais vous présenter un petit peu après. Ça a permis aussi d'identifier certaines zones qui en fait cumulent en fait des réseaux structurants qu'on appelle plus et confort, que je vous présenterai tout à l'heure, et donc que là parfois il y a des choix qui sont à faire parce qu'effectivement on ne pourra pas rendre
les voiries confortables et avec des conditions de fonctionnement optimales pour tous les réseaux de transport, notamment au niveau de l'axe Charrois, avenue du Pont de Lutre, qui va jusqu'à Albert, ou sur l'axe Deuxième Armée britannique, rue Saint-Denis, Pont de Lutre, et que des choix sont à faire et que parfois, effectivement, ces choix résultent par endroit à la suppression de places de stationnement. Autre élément aussi, c'est que un des objectifs, et on y reviendra par après, de la région, c'est d'apaiser des vastes quartiers résidentiels qu'on appelle mailles, et que dans le cadre du présent plan communal de mobilité, il y a un quartier qui a fait l'objet d'une attention toute particulière, et on expliquera pourquoi, pas parce que les autres quartiers on les a oubliés, mais parce que les autres quartiers sont déjà traités par d'autres processus qu'on appelle contrats locaux de mobilité, et comme je vous le disais, effectivement que le stationnement parfois pouvait constituer aussi un outil pour orienter les comportements en matière de mobilité. Ensuite, effectivement, il y a les troisième et quatrième phases. Donc, les troisième et quatrième phases, ça concerne plutôt le plan d'action et la programmation des actions. Donc, ce que je vais vous présenter surtout ce soir, c'est le plan d'action et pour chacun des 4 axes d'études. Donc, tout au long du processus, il y a eu 4 axes qu'on a étudiés en regard de ce que souhaitait aussi la région de Bruxelles-Capitale, à savoir ce qu'on appelle la spécialisation multimodale des voiries. Un deuxième axe qui est donc le fameux apaisement des quartiers, donc des mailles. Un troisième axe qui concerne la communication, la sensibilisation et l'accompagnement vers des mobilités plus durables. Et enfin, tout ce qui concerne la stratégie de stationnement. Alors, ces actions, effectivement, elles ne peuvent pas se faire toutes du jour au lendemain. Et donc, différentes périodes de mise en œuvre ont été définies, à savoir le court terme, c'est-à-dire d'ici 5 ans, le moyen terme, c'est-à-dire de 5 à 10 ans, et le long terme qui est au-delà de 10 ans et qui s'étend finalement au-delà de la durée de vie du plan communal de mobilité. Alors, pourquoi 3 périodes de mise en œuvre? Et voilà, comme je vous le disais, d'une part, il faut aussi assurer une certaine cohérence à l'échelle de l'ensemble du territoire, et une action doit parfois être mise avant une autre, on en reparlera tout à l'heure, pour tenir compte aussi des contraintes budgétaires, des réalités aussi, des temps parfois que ça prend pour demander et pour obtenir des permis d'urbanisme pour le réaménagement d'espaces publics, et aussi en fonction des degrés de priorité des différentes interventions. Autre chose importante, c'est que, outre des actions qu'on définit comme ça, court, moyen et long terme, il y a aussi des actions qui sont progressives, c'est-à-dire qu'on doit faire de manière continue, on ne peut pas faire tout du jour au lendemain, avec par exemple la mise en conformité des cheminements piétons. Il faut que ça se fasse progressivement, ça doit commencer à court terme, mais ça ne pourra pas se faire dans les 1, 2 ou 3 ans. Et puis des actions qu'on appelle continues, par exemple, tout ce qui concerne la sensibilisation et l'accompagnement des acteurs locaux, tels que les écoles, il ne faut pas se dire, tiens, on les accompagne l'année prochaine, et puis après, on ne fait plus rien. Donc, c'est des choses qui doivent être, des actions qui doivent être prises de manière continue. Donc, voilà un petit peu pour replacer le contexte. Alors, en ce qui concerne le plan d'action, donc, premier axe de travail, donc c'était celui de la spécialisation multimodale des voiries. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire essayer de offrir et garantir des réseaux de transport qui sont à la fois structurés et efficaces. Et donc, la région, en fait, a défini 5 réseaux de transport, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, le réseau piéton, le réseau cyclable, le réseau de transport public, le réseau voiture et le réseau des poids lourds. Et pour chacun de ces 5 réseaux, en fait, il y a 3 niveaux qui ont été définis, à savoir le réseau plus, qui est vraiment le réseau qui doit accueillir effectivement les déplacements plutôt importants et sur lesquels il faut agir en priorité, le réseau confort qui est intermédiaire, et puis le réseau de quartier. Alors le réseau de quartier, c'est pas pour ça qu'il faut rien faire, mais effectivement, sa fonction est davantage locale pour le réseau de transport concerné. Et donc, on va analyser un petit peu pour chacun des modes de transport les actions à entreprendre. Donc, au niveau du réseau piéton et notamment du réseau piéton plus, donc si on regarde la carte, en fait, c'est le réseau qu'on retrouve en rouge, et donc qui se retrouve finalement autour des grands pôles d'activité de la commune de Forêt, donc au niveau du cœur de forêt de la place Saint-Denis, au niveau de Forêt nationale, de l'altitude 100, sur certains axes commerciaux, notamment Willemanskopens, etc., etc. Et l'analyse de la situation existante a mis en évidence qu'effectivement, aujourd'hui, on est loin d'un confort d'usage pour les piétons et qu'il fallait agir à ce niveau-là. Alors, il y a des projets qui sont en cours et à venir et qui vont déjà améliorer la situation, notamment le projet du cœur de forêt, mais il y a d'autres endroits où effectivement il y a des actions qui doivent être planifiées dès aujourd'hui. Donc pour nous, l'altitude 100, c'est vraiment un espace
à repenser, qui n'est pas aujourd'hui optimal pour les piétons. Et donc ça, on demande de le repenser à un horizon donc, de 5 à 10 ans, le moyen terme. Et puis il y a d'autres espaces tels que forêt nationale et les abords de forêt nationale. On a aussi tout ce qui concerne Albert, l'avenue Willemanskopens, dont on aura largement l'occasion de parler tout à l'heure. Et là, il faut effectivement améliorer le confort de déplacement des piétons et des actions sont à prendre en termes d'aménagement de voiries et d'espaces publics. En ce qui concerne le réseau piéton confort, c'est plutôt le réseau qu'on retrouve en bleu et qui permet justement les connexions vers ce réseau piéton plus. Alors l'objectif à ce niveau-là, c'est de le mettre, de le rendre conforme par rapport à ce qu'on appelle le plan d'accessibilité des voiries et des espaces publics. Donc en fait, il y a quelques années, une grande étude a été faite à l'échelle de la région et dans toutes les communes pour voir effectivement comment améliorer le réseau de déplacement piétons sur chacun des territoires communaux avec toute une série d'actions. Et nous, on dit effectivement qu'à ce niveau-là, il faut rendre progressivement le réseau conforme pour le rendre effectivement et offrir une accessibilité universelle à ce niveau-là. Alors de nouveau, il y a des projets qui vont déjà agir, notamment sur la chaussée de Nerstal, notamment sur la chaussée de Bruxelles, toujours dans le cadre du projet du cœur de forêt, qu'il y a des choses qui doivent être entreprises, notamment à court terme, au niveau du chemin d'accès qui longe plus ou moins en contrebas les voies de chemin de fer au niveau de la gare de Forêt-Est et qui permet justement cette connexion entre la gare et notamment tout le quartier Bervoets en plein développement, notamment aussi au niveau de la chaussée de Bruxelles le long du parc du Den où on n'a pas de trottoir, du moins du côté du parc, avec un revêtement de qualité et comme je vous le disais, de progressivement rendre l'ensemble du reste du réseau conforme aux prescriptions du plan d'accessibilité des voiries et des espaces publics. En ce qui concerne le réseau vélo, l'objectif au niveau du réseau Vélo Plus, donc c'est celui qui permet effectivement des déplacements plutôt longue distance, c'est d'offrir des conditions de déplacement sûres et confortables, et donc c'est par endroit offrir davantage de place. À nouveau, des projets qui sont existants, notamment le long de voies de chemin de fer, avec le projet du Parc des Deux Rives. Et puis on a identifié des zones sur lesquelles il fallait vraiment agir et sur lesquelles c'était important d'agir, en particulier au niveau de l'avenue du Pont de Lutre et de l'avenue Willemanskopens, où aujourd'hui, soit il n'y a pas vraiment de séparation physique, notamment avenue Willemanskopens, entre la circulation automobile et les cyclistes, avec un flux de trafic qui est quand même important, et au niveau de l'avenue du Pont de Lutre, où ce n'est pas l'idéal, avec les pistes cyclables marquées existantes. Autre point, effectivement, sur lequel agir, notamment à court terme, c'est en fait, vous avez une piste cyclable au niveau de boulevard de la Deuxième Armée britannique. Vous avez une piste cyclable sur une partie de la rue Saint-Denis et on a vraiment un tronçon sur lequel il n'y a rien et sur lequel il y a l'espace pour faire quelque chose. Et puis, au niveau plutôt à l'intérieur des quartiers, c'est de travailler dans la mesure du possible avec une multiplicité d'ex-circulation, avec des rues cyclables. Donc les rues cyclables, c'est des rues qui effectivement donnent la priorité aux cyclistes par rapport à l'automobiliste, mais évidemment, il faudra que ce soit pertinent en fonction du type de trafic qui circule dans ce réseau de quartier. Et après, voilà, des discussions aussi avec la région qui avait défini le réseau piéton plus au départ. Le choix est pour l'instant de effectivement maintenir un itinéraire, notamment via la rue du Mystère. Dans ce cas-là, il faudra aussi agir, que ce soit pour faciliter la montée ou prendre des mesures en termes de vitesse dans la descente. Au niveau du réseau Vélo Plus toujours, il y a effectivement la conception du réseau et l'aménagement du réseau en lui-même. Il y a aussi sécuriser les carrefours, et on reparlera de 4 grands carrefours tout au long de la soirée, à savoir Charrois, Wills, Rochefort et au niveau de la place Albert, où en fait ces carrefours doivent être aménagés et sécurisés pour quasiment l'ensemble des modes de transport, et aussi un axe, un carrefour, une traversée au niveau de Van Volxem à améliorer. Au niveau du réseau vélo confort, donc c'est plutôt un réseau, on va dire, qui complète le réseau plus, qui est plutôt un réseau communal qui permet aussi des connexions à l'interne à la commune, donc sur lesquelles on a notamment développé un petit peu, c'est ce qu'on voit en pointillé, donc développer certains axes à ce niveau-là. L'idée, c'est de nouveau, c'est surtout d'améliorer le confort et la visibilité des itinéraires. Le confort, notamment, on le verra tout à l'heure, en essayant de limiter au sein des quartiers, puisqu'en fait, le réseau confort passe quasiment au sein des mailles, comme on le verra tout à l'heure, donc des vastes quartiers résidentiels, et où une mixité peut parfois
être recommandé et de développer aussi des rues cyclables si c'est pertinent, et c'est pertinent à plusieurs endroits. On a quelques cas particuliers, on a notamment le cas particulier du boulevard de l'Humanité qui est en fait le long d'un axe de circulation automobile important, et donc pas dans un quartier, et sur le long de laquelle il y a déjà une piste cyclable, ou effectivement des connexions vers le Paris-Benz ou d'autres types d'aménagements doivent être envisagés. Et puis finalement, on a aussi au sein des quartiers des endroits où il y a des lignes de transport public, des endroits où la pente de la voirie ou la largeur est relativement importante, et là d'autres types d'aménagements sont proposés. Effectivement, tant pour l'automobiliste que pour le transport public que pour le cycliste, c'est pas confortable si on se trouve sur la rue Victor Rousseau, puisque dans les rues cyclables, le cycliste ne peut pas être dépassé. D'avoir un automobiliste ou etc. qui patiente derrière un vélo qui roule à 10 km/h, il peut y avoir effectivement conflit d'usage, et c'est ni bon pour l'un ni bon pour l'autre. Et donc là, d'autres mesures sont proposées. Toujours au niveau des réseaux vélo confort, de nouveau, la sécurisation de carrefours, et on en a pointé deux en particulier. Donc un carrefour au niveau de l'avenue Albert, au niveau de l'avenue Berkendal, et un autre au niveau de l'avenue de la deuxième RB britannique, avec la rue des Abbesses. D'autres mesures ont été également proposées en matière cyclable notamment. Tout d'abord, c'était tout ce qui concernait, on a dit, un peu la cohabitation entre les différents usagers, et ça vaut pour le vélo et les automobilistes, mais ça vaut plus globalement pour l'ensemble des modes de transport. Donc ça, c'est un élément important. Un autre, c'est effectivement de monitorer la qualité des infrastructures pour pas dire, tiens, on a fait un aménagement et puis finalement, dans un an ou deux, il est de moins de qualité et on le laisse un petit peu à l'abandon. Si effectivement certaines écoles ne sont pas reprises directement dans le réseau cyclable structurant, de rendre accessible aussi des écoles à vélo. Et enfin, en cas de mise à sens unique de certaines voiries, de profiter à ce moment-là de ces sens uniques pour améliorer le confort des cyclistes. Au niveau des transports publics, l'objectif au niveau du réseau transport public plus, TP+, OV+, qui concerne en fait plus ou moins le futur tram de rocade, dont le tracé est aujourd'hui pas encore défini, notamment en ce qui concerne le passage aux alentours du parc de forêt, qui effectivement, à ce niveau-là, il faut essayer d'avoir un site propre pour l'ensemble du tracé du tram, et donc ça implique certains aménagements à certains endroits. Probablement qu'au niveau de la rue du Charrois, ça ne pourra pas être en site propre sur l'ensemble de la rue du Charrois, et que là, il y a effectivement des ajustements qui devront être faits. Au niveau du réseau TP, plutôt transport public confort, là, l'objectif, effectivement, ça va être surtout de supprimer les points noirs existants. Alors, les points noirs, il y en a, le principal point noir sur forêt se trouve au niveau du cœur de forêt et sur la chaussée de Nerstal, et ça, via le projet de EPCF, donc Espace public de cœur de forêt, et via le projet Nerstal, ça devrait être résolu, ou en tout cas, on devrait améliorer la vitesse et la régularité des trams et des autres modes de transport qui passent à ce niveau-là. Et aussi, au niveau de l'altitude 100, les mesures qui sont prises dans le cadre du plan de circulation qu'on va vous présenter tout à l'heure devraient aussi améliorer la régularité et réduire les pertes de temps pour les bus qui passent par l'altitude 100. Et de nouveau, voilà, aussi, on le reverra à chaque fois, mais ces carrefours-là doivent vraiment être repensés au regard du nouveau plan régional de mobilité. Au niveau du réseau auto, alors il n'y a pas vraiment de réseau auto plus sur le territoire. Il y a effectivement le ring qui transite par le territoire, mais pas avec vraiment de points d'accès. Au niveau du réseau auto, donc c'est surtout travailler d'une part sur le réseau autoconfort. Donc le réseau autoconfort sera à l'avenir amené en fait à accueillir le trafic qu'on veut essayer d'éliminer des vastes quartiers résidentiels. Donc l'objectif et la vision régionale qui est retraduite dans ce plan communal de mobilité, c'est de limiter autant que possible le trafic, et en particulier le trafic de transit dans les quartiers, de le reporter sur les axes structurants, donc confort, mais aussi plus. Et donc par rapport à cela, il faut essayer de permettre d'accueillir dans la mesure du possible ce trafic. Et donc nous, on demande à ce niveau-là de réfléchir, d'une part, de soulager, on va dire, d'une part, dans un premier temps, le trafic existant ici qui soit vient un report modal, et donc ça, c'est l'ambition globale au niveau de la mobilité, c'est d'essayer de réduire la part modale de la voiture, comme je vous le disais, et donc ça pourrait
dans une certaine mesure soulager le trafic. Au niveau, on va dire, de forêt, outre toutes les mesures qu'on dit, c'est aussi de travailler, et vous verrez aussi tout au long du processus, les actions qui sont proposées dans le plan communal de mobilité ne concernent pas uniquement la commune, mais concernent un ensemble d'acteurs, dont la région, et donc de travailler notamment sur la valorisation des parkings P plus R en bordure et en entrée plutôt dans l'entrée de région, et aussi d'essayer d'inciter les automobilistes à utiliser en priorité le réseau AutoPlus et notamment le boulevard industriel afin de que chacun joue son rôle, et il faudra aussi retravailler avec la région flamande sur l'échangeur de Drogenbos. C'était déjà des recommandations qui existaient dans d'autres documents. De nouveau, de repenser alors peut-être à certains endroits les carrefours, voir de manière multimodale comment on peut repenser un petit peu ces carrefours. Aussi, puisqu'il va y avoir aussi un report de trafic sur des axes aujourd'hui qui sont déjà empruntés. L'objectif, c'est d'apaiser les quartiers, mais l'objectif aussi, c'est de ne pas se dire, ces voiries-là, tant pis, c'est un peu le fourre-tout, et tant pis pour les gens qui habitent le long. Et donc, nous, on se dit aussi, il faut essayer de limiter aussi les nuisances le long de ces axes, qui sont, par exemple, Van Volksem, qui sont l'avenue du Pont-de-Lutre, qui sont Willemanskopens, Marie-Henriette, Bem, Albert, etc. Et donc de travailler aussi sur la limitation des nuisances, en essayant de travailler aussi lors des réménages, notamment sur les revêtements routiers, en travaillant aussi sur les voies de tram, puisqu'on sait que parfois ça fait du bruit les rails de tram, donc de travailler sur toute une série de choses pour limiter les nuisances, de travailler peut-être aussi avec des horaires spécifiques pour les livraisons, c'est-à-dire que d'essayer d'avoir en accord ou en discussion avec les commerçants, des horaires qui soient plus adéquats à ce niveau-là, que ce soit en termes de nuisances générées, que ce soit en termes de congestion. Et on le verra aussi, le fait de retravailler certains axes et de créer par exemple une piste cyclable séparée sur l'avenue Willemanskopens qui entraînera la suppression de stationnement, notamment, ça va permettre aussi d'avoir un meilleur confort d'usage à la fois pour les cyclistes, mais aussi pour les automobilistes et pour les poids lourds. Au niveau du réseau à la fois autoconfort et quartier, et donc finalement de l'ensemble du réseau qui dessert le territoire communal, c'est aussi en matière de sécurité routière, de s'assurer notamment du respect des limites de vitesse et de les faire respecter. Donc il faut monitorer et prendre les mesures adéquates, de sécuriser les lieux accidentogènes. Donc sur le territoire communal, la principale zone accidentogène à concentration d'accidents, elle se trouve au niveau effectivement un peu plus haut même, au niveau de la place Saint-Denis, et donc sera traité dans le cadre du projet de réaménagement des espaces publics du cœur de forêt, et aussi des ACA secondaires, donc des zones à concentration d'accidents secondaires, de nouveau principalement sur les principaux carrefours que comporte la commune. Enfin, en ce qui concerne la spécialisation multimodale des voiries, les poids lourds, donc on a un réseau poids lourds plus qui en fait dessert effectivement toute la partie industrielle. Là, l'objectif, c'est d'essayer plutôt en termes de confort, de déplacement et de giration, d'offrir ce qu'il faut. Globalement, en fait, quelques zones qui sont problématiques. Bon, on a une zone au niveau de Saint-Denis où l'espace permet le croisement des poids lourds, mais n'est pas optimal. Mais là, effectivement, à court terme ou à moyen terme, il n'y a aucune mesure qui est proposée. La seule piste qui avait été envisageable, c'était de supprimer du stationnement, mais on trouvait que ce n'était pas l'endroit le plus nécessaire, et il y a d'autres endroits où on va déjà réduire un peu le stationnement, et donc ça c'était une option qui n'a pas été retenue à court moyen terme. Et puis, comme on l'a dit, effectivement, notamment au niveau de l'avenue Willemanskopens ou éventuellement au niveau de l'avenue Forêt, où là, il y a des mesures à prendre. Et encore une fois, comme on l'a dit, l'aménagement, le réaménagement de la voirie Willemanskopens, pour nous, est une priorité pour l'ensemble des usagers. En ce qui concerne le deuxième axe, donc les mailles apaisées, donc les mailles, ce sont en fait des vastes quartiers résidentiels, et l'objectif de la région, c'est effectivement d'essayer de limiter le trafic et le trafic de transit, notamment au sein de ces vastes quartiers, qui sont donc délimités par les réseaux auto, plus et confort. Et en fait, on retrouve ces vastes quartiers ici. Donc, le territoire de forêt est couvert par 6 mailles. On voit qu'il y a 2 mailles qui sont plutôt industrielles. On a aussi une toute petite portion de mailles au niveau de Châtelain-Bruckmann qui est vraiment limitée. Et donc, si on synthétise un petit peu, on a surtout 3 mailles
qui couvre 3 mailles plutôt résidentielles qui couvrent le territoire de Forêt. En fait, on a la maille de Neerstal et la maille de Saint-Gilles qui s'appelle maintenant Parvis, en fait, qui sont ou qui vont être couvertes par ce qu'on appelle un contrat local de mobilité. Donc, c'est un processus spécifique qui vise à définir en fait les actions à prendre en vue de rendre ces mailles apaisées. Et donc ça va être étudié dans le cadre de processus spécifiques, raison pour laquelle, dans le cadre du PCM, on s'est dit, ce serait intéressant d'aussi offrir un plan d'action à court terme au niveau de la partie forestoise de la maille. On voit que la maille concernée, Globe Altitude 100, elle s'étend pour moitié sur Forêt et pour moitié sur Uccle. Et donc de déjà réfléchir à un plan d'action au niveau de Forêt qui devra bien sûr être coordonné avec Uccle, dont le plan communal de mobilité est aussi en cours. Il est ressorti, donc en fait, dans le cadre de travail sur cette maille, des ateliers participatifs ont été organisés durant le printemps. Et dans ce cadre-là, après des échanges, après réflexion et analyse en fait aussi de l'ensemble des propositions, etc., on s'est dit que mettre en œuvre l'ensemble des plans de circulation en même temps sur les 3 mailles, ça pouvait occasionner effectivement des embarras qui n'étaient vraiment pas souhaitables, puisque, encore une fois, l'objectif est de renvoyer le trafic, notamment le trafic de transit, sur les axes principaux. Et donc, si on renvoie directement l'ensemble du trafic, ça peut causer pas mal de problèmes. Et que par ailleurs, il y avait aussi lieu de développer les solutions alternatives, des solutions qui existent déjà, mais qui doivent et qui peuvent être renforcées, et donc de travailler vraiment de manière, on va dire, progressive, comme on l'a dit tout à l'heure. Et peut-être de travailler, alors c'est une proposition qui est faite ici, qui devra de toute façon être discutée aussi au niveau régional, qui devrait être discutée avec les communes voisines, notamment avec la commune d'Uccle, notamment avec la commune de Saint-Gilles. En se disant, on peut peut-être par exemple mettre en œuvre d'abord le plan de circulation de Neerstal, dont le contrat local de mobilité va débuter bientôt, en sachant que le plan de circulation a déjà été en partie réfléchi dans le cadre du projet de réaménagement du cœur de forêt, et que ce cœur de forêt, il est déjà effectivement, on va dire, va prochainement être aménagé. Ça, c'est une première chose. Donc, le plan de circulation pourrait rapidement voir le jour. Ça, c'était une des raisons. La raison, après aussi, de mettre peut-être Parvis dans un dernier temps, c'est que le contrat local de mobilité, certes, il est en cours, mais le plan de circulation repose énormément sur le réaménagement de la barrière de Saint-Gilles, qui, par contre, elle, ne verra pas le jour avant de nombreuses années. Et donc, on s'est dit, peut-être que effectivement, le temps que ça se mette en place, qu'il est permis, etc., peut-être en dernier temps, et de travailler aussi dans un deuxième temps, du coup, sur plutôt la maille Globe Altitude 100 dans la mise en place du plan de circulation notamment. Mais on verra aussi que l'apaisement de la maille, c'est pas juste un plan de circulation, c'est aussi toute une série d'autres mesures. Au niveau du plan de circulation, donc des ateliers participatifs ont été réalisés avec des visions qui étaient très contrastées. Donc plusieurs plans de circulation, scénarios de circulation étaient proposés. Certaines personnes trouvaient les scénarios trop contraignants, d'autres pas assez contraignantes. Donc voilà, ça c'est une première chose. Il faut savoir aussi que si c'est vrai que l'objectif premier des plans de circulation, ou en tout cas de la stratégie d'apaisement des mailles, est de réduire le trafic de transit, c'est aussi de gérer et de limiter autant que possible le trafic et d'organiser le trafic local de circulation. Et donc avait été envisagé à un moment donné la possibilité d'une zone à circulation restreinte généralisée. Donc c'est ce qu'on retrouve par exemple sur la chaussée d'Ixelles, où vous avez des caméras qui autorisent l'accès à certains véhicules. Voilà. Après réflexion, il faut se rendre compte que la mise en place d'un tel dispositif à l'entrée de chacune des voiries était relativement complexe. Ça c'est une chose. Et puis aussi, il y a toute la gestion derrière, ça veut dire les visiteurs, comment ça se passe. Enfin, voilà, il y avait toute une gestion qui était quand même relativement compliquée. Et à ce stade, aujourd'hui, c'est une mesure qui n'a pas été retenue. Ce qui a été retenu, c'est d'avoir des mesures d'abord contraignantes mais ciblées, qui permettaient d'éviter du trafic de transit dans un sens de circulation, donc avec la mise à sens unique sur quelques portions de voirie, et donc pour éviter le trafic qui remonte le quartier, voilà, et avec des flux qui pour l'instant sont relativement importants. On va prendre l'avenue Victor Rousseau, qui absorbe plus de 10 000 véhicules par jour, et donc voilà, d'essayer de limiter ce trafic de transit déjà dans un sens de circulation.
d'évaluer effectivement après quelques années ce plan de circulation et de prendre au besoin des mesures qui soient éventuellement plus restrictives, sachant que selon nous aussi, les plans de circulation qui vont au fur et à mesure se développer ailleurs dans la région vont aussi avoir un impact et limiter donc le trafic de transit dans l'autre sens. Donc effectivement ici on voit qu'on peut éventuellement redescendre. Bon, on se doute bien que si effectivement la barrière de Saint-Gilles est fermée, les gens qui viendraient plutôt du centre-ville de Bruxelles, ben voilà, ne transiteraient plus par la barrière de Saint-Gilles, n'arriveraient plus à Rochefort et donc pourraient avoir probablement d'autres itinéraires sur des axes confort et plus. Phase d'évaluation, mais aussi de consultation effectivement à la commune d'Uccle qui a été entreprise dans le cadre déjà du plan communal de mobilité. Donc ça va être important aussi de se coordonner avec la commune d'Uccle en ce qui concerne ce plan de circulation. Alors ici, juste pour montrer qu'est-ce que ça impliquerait, notamment pour les personnes qui habitent ou qui doivent se rendre dans le quartier, donc quelqu'un qui habiterait par exemple chaussée de Bruxelles, on voit que l'accès resterait quand même assez ouvert pour accéder à la maison, qu'effectivement pour sortir du quartier, ben, les choix sont surtout orientés vers la partie nord-ouest pardon, du quartier, mais que les possibilités sont aussi multiples. Même chose pour d'autres zones, hein, comme ici par exemple avenue des Armures, dans un sens, donc l'accès plutôt au quartier, la sortie du quartier. Et enfin, au niveau de quelqu'un qui habiterait plutôt avenue Pénélope, on voit que l'accès est possible via différents endroits et la sortie également. Les autres mesures en complément qui ont été proposées, ben, c'est effectivement d'abord de travailler aussi sur un meilleur usage du réseau et d'éviter aussi que des voitures effectivement rentrent et puis commencent à tourner en rond, effectivement, donc d'avoir une bonne signalétique aussi en bordure de quartier, une bonne communication à ce niveau-là, de travailler aussi avec les opérateurs de navigation. Et bien sûr, le plus important, de travailler sur le cadre de vie et les déplacements. Donc, on avait dit repenser notamment l'espace public au niveau de l'altitude 100. Il y a d'autres endroits qui mériteraient d'être repensés, comme effectivement le réaménagement aujourd'hui du carrefour. Mais en fait, on devrait passer d'un carrefour à un espace public de qualité pour les habitants et autres usagers du quartier, au niveau du croisement de l'avenue des Armuriers et des Sept-Bonniers, de travailler effectivement sur le développement de ce qu'on appelle des zones résidentielles. Donc des zones résidentielles, ben, c'est des voiries où l'espace de circulation est partagé, notamment entre les différents usagers de la route. De travailler sur les itinéraires cyclables, comme on l'a dit tout à l'heure, de travailler à plus de sécurité routière. Et là, il y a des carrefours spécifiques qui avaient été pointés lors des ateliers, notamment le carrefour entre la chaussée d'Alzenberg et l'avenue Molière, ou le carrefour formé entre la rue du Mystère et la rue Bourgogne. De nouveau, toute la question du respect des limites de vitesse au sein du quartier et l'attention particulière au niveau des abords d'école. Ça, c'était aussi un élément sur lequel on va revenir tout à l'heure. Et enfin, de travailler et de développer l'offre de mobilité pour qu'effectivement les personnes qui habitent ou qui se rendent dans le quartier aient de plus en plus de possibilités de se déplacer autrement qu'en voiture individuelle. L'axe 3 concerne la communication et la sensibilisation. Première chose, c'est effectivement élargir, on va dire, l'accès à l'information avec la création notamment de ce qu'on appelle des points d'information, hein, donc ces points d'information qui sont en fait une ambition aussi au niveau régional, donc qui doivent être développés avec la région. Ici, on avait identifié éventuellement 2-3 endroits dans lesquels on pourrait avoir ces points d'information, les points d'information qui pourraient se retrouver aussi aux points multimodaux tels que la gare de Forêt-Est ou la station de métro Albert, et donc de travailler avec d'autres acteurs, la région, mais aussi éventuellement les communes voisines. Au niveau de la stratégie de communication, c'est aussi de faire connaître l'offre qui existe déjà au niveau multimodal, qui permettent l'accès aux principaux pôles de déplacement, que ce soit les écoles, que ce soit les complexes sportifs, et par exemple de créer des fiches d'accessibilité et de faire des campagnes de sensibilisation à ce niveau-là. Au niveau de l'accès aux services de mobilité, c'est notamment de développer l'offre en stationnement vélo sur le territoire communal, donc le stationnement à la fois de courte mais aussi de plus longue durée. Après analyse, on avait notamment mis en évidence qu'il y avait des besoins dans la partie bas de forêt qui étaient moins, on va dire, où l'offre en stationnement vélo était moindre, et effectivement de veiller
au développement de stationnement vélo dans le cadre de nouveaux projets. Ça, c'est aussi important, et aussi de tout type de vélo. Au niveau de l'accès des services de mobilité, ça va être aussi de continuer à travailler avec les opérateurs de mobilité, que ce soit Cambio et Vilo, notamment pour développer l'offre, améliorer l'offre existante. On a remarqué qu'à certains endroits, effectivement, pour l'instant, il n'y avait pas une offre qui était offerte aux habitants. Et donc, voilà, c'est de continuer à développer ces offres aussi pour l'ensemble des habitants. Il faut savoir notamment selon les statistiques, je pense qu'une voiture Cambio, ça remplace plus ou moins 9 à 15 véhicules de ménage, et donc ça a aussi un impact en matière de stationnement notamment. L'exemplarité de l'administration communale est aussi quelque chose de très important, hein. Donc c'est voilà, l'administration dit voilà, il faudrait améliorer la mobilité, mais il faut aussi qu'elle montre l'exemple, et à ce niveau-là, voilà, doit déjà définir des objectifs ambitieux dans son prochain plan de déplacement d'entreprise, hein, donc qu'elle doit soumettre. Autres éléments, c'est de faciliter encore les déplacements domicile-travail de son personnel autrement qu'en voiture, et effectivement de ne pas faciliter celui-ci en voiture. Et ça passera notamment par, on le verra tout à l'heure, mais l'amélioration de la politique de stationnement sur le territoire communal. Ça passera aussi par exemple, la mise à disposition d'infrastructures d'accueil confortables, notamment pour les cyclistes. Agir sur les déplacements domicile-travail, c'est une chose. Agir aussi sur les déplacements professionnels. Il faut savoir que la commune dispose d'une flotte de vélos assistance électrique, et donc de favoriser cette utilisation, notamment par une personne qui gérait, ce n'est pas le cas actuellement, une personne qui gérait cette flotte de vélos assistance électrique. En matière d'accompagnement, c'est aussi d'accompagner les acteurs locaux. Donc, il y a déjà toute une série d'événements qui existent sur le territoire communal. C'est de continuer à faire ces événements, mais aussi d'étendre le champ de ces événements. Aussi d'échanger avec les acteurs locaux sur les difficultés qu'ils ont, les besoins qu'ils ont, et peut-être identifier avec eux des mesures à prendre. Et enfin, de soutenir en parallèle la mise en place d'actions qui seraient portées par ces acteurs locaux eux-mêmes, que ce soit au niveau de l'accompagnement, voire du financement. Et on le disait tout à l'heure, important aussi de renforcer la visibilité et la sécurité routière des abords d'école, notamment par du mobilier urbain visible, par éventuellement un aménagement ou un revêtement particulier du sol, mais faciliter en fait les déplacements autrement qu'en voiture vers les écoles, que ce soit à pied, que ce soit en vélo, et contribuer à plus de sécurité routière vraiment aux abords de ces écoles. Au niveau de l'intermodalité, donc d'une part, effectivement, ça va être de renforcer l'offre de services au niveau des principaux points, on va dire multimodaux, hein, avec les 3 principaux que sont la gare de Forêt-Est, la gare de Forêt-Midi et la station de métro Albert, et en parallèle aussi de travailler sur l'amélioration de la qualité et donc de l'attractivité en fait de ces différents espaces. C'est vrai qu'au niveau de la station de métro Albert, mais ici travaille un petit peu pour l'instant sur la station de métro, c'est pas quelque chose qui est très attractif. Dernier point en ce qui concerne l'accompagnement, c'est tout ce qui concerne aussi les livraisons, et donc d'établir un plan de livraison d'entreprise pour l'administration communale, et éventuellement encourager aussi les entreprises de la commune à faire la même chose, hein, pour limiter les déplacements aussi au niveau logistique, de mobiliser et soutenir les commerçants vers une gestion plus durable de leurs marchandises, et aussi éventuellement étudier la mise en place d'espaces qui sont dédiés à la logistique de proximité, alors en complément déjà des points qui existent, avec la multiplication de ces espaces à différents endroits de la commune, notamment au niveau des nœuds multimodaux, donc on l'a dit, gare de Forest, gare de Forêt-Midi, station de métro Albert. Dernier axe, tout ce qui concerne le stationnement. Donc, il faut savoir que la commune dispose d'un projet de plan d'action communal de stationnement, et donc ici, on a repris effectivement les éléments et remis à jour un petit peu ce document. Premier objectif, ça va être effectivement de réduire la pression au stationnement. La réduction de la pression au stationnement, le fait de favoriser la mobilité, une autre mobilité, va aussi faire qu'on va réduire la pression au stationnement dans une certaine mesure. Mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ça va être dans un premier temps déjà de rendre conforme la politique communale
par rapport à la réglementation effectivement qui existe au niveau régional, notamment en termes de tarification de ces zones, notamment et en particulier en termes de dérogation, puisqu'aujourd'hui, il y a une multitude de cartes de dérogation qui sont octroyées sur le territoire communal, et on parle pas des riverains, on parle aussi et surtout effectivement des visiteurs, donc de personnes qui travailleraient sur le territoire communal et autres personnes. Donc vraiment au niveau des dérogations, au niveau de la sectorisation aussi, bah voilà, parce que normalement, avec une garde de dérogation, vous avez le droit de stationner votre véhicule dans une zone payante, mais dans un rayon limité, alors que sur le territoire, effectivement, ici de Forêt, vous avez l'occasion de stationner partout sur le territoire. Et aussi de renforcer les contrôles au niveau donc, du stationnement. Deuxième objectif, c'était celui de réduire l'emprise du stationnement. Alors, pas réduire l'emprise par plaisir, mais réduire l'emprise, effectivement, pour améliorer le confort de déplacement de l'ensemble des usagers, hein, que ce soit des piétons, des cyclistes, mais aussi, on l'a dit, des automobilistes et des poids lourds. Par exemple, Willemanskopens, le fait de pouvoir retirer notamment une bande de stationnement, ben, ça va permettre d'améliorer le confort de déplacement des piétons et des cyclistes, mais aussi des automobilistes qui seront plus en conflit, notamment avec les cyclistes. Il y a déjà divers projets qui impliquent la réduction de l'offre. Projet Cœur de Forêt, le projet de Nerstal. Voilà, l'arrivée du tram de Rocade va sûrement aussi engendrer quelques paires de stationnement selon les options qui sont retenues et qui, pour rappel, n'ont pas encore été définies aujourd'hui. Et puis, par ailleurs, c'est une nécessité. Bon, on l'a dit, William Escopens, bon, lutte Victor Rousseau. Maintenant, en parallèle de ça, on se dit, bah, OK, il faut supprimer du stationnement à certains endroits pour des besoins bien spécifiques, mais il faut aussi en parallèle analyser la nécessité de compenser en tout ou en partie la perte de stationnement, d'évaluer notamment en collaboration avec Parking Brussels les possibilités de report et de mutualisation hors voirie et d'avoir une attention spécifique sur des usagers bien précis, pardon, donc tout ce qui est personnes à mobilité réduite, livraison, c'est-à-dire si on supprime une place de stationnement, comment fait-on, qu'est-ce qui se passe, et donc vraiment de faire attention à ces usagers spécifiques. Aussi en cohérence avec ce qui est avec les objectifs de la région, ben, ça va être de faciliter le stationnement d'usagers qui apportent une valeur ajoutée. Donc, c'est repris tel quel, effectivement, du plan régional de mobilité. Et donc, à cet égard, effectivement, peut-être de privilégier justement les dérogations dont on parlait tout à l'heure pour ces usagers spécifiques et éventuellement aussi de renforcer, donc ça c'était aussi une des mesures qui était reprise dans le projet de plan d'action communal de stationnement, de renforcer le contrôle au niveau des zones de livraison. Et enfin, dernier objectif et dernières actions, celui d'accompagner le développement des motorisations électriques dans le respect des modalités fixées par le gouvernement, que ce soit en termes de critères de répartition, définition des emplacements ou enfin d'extension du réseau des bornes. Donc, avant de passer à la séance de questions-réponses, comment va se passer un petit peu la suite? Donc, comme on l'a dit, là, on est vraiment en phase d'enquête publique. L'enquête publique qui se déroule du 15 novembre au 13 janvier. Vous avez l'occasion de formuler vos suggestions, vos remarques, vos observations, soit par mail donc à mobilité@forêt.brussels. Alors, la commune demande effectivement, si possible, de mettre dans le titre de votre mail enquête publique de PCM, où vous avez aussi l'occasion de formuler donc suggestions, etc., par courrier, rue du Cuirier numéro 2 à 1190 Bruxelles. Une fois que l'enquête publique est terminée, donc la commune et nous, le bureau d'études, on va collecter l'ensemble des remarques qui ont été formulées. Et comme l'a dit Madame Leschwin, on devra aussi, et la commune devra justifier pourquoi certaines remarques ont été prises en compte et justifier pourquoi certaines éventuelles remarques n'auraient pas été prises en compte. Et donc ça va se faire durant le mois de janvier 2022. Et puis, une adoption du plan communal de mobilité qui est prévu par le conseil communal courant du premier trimestre de l'année prochaine. Voilà.
Donc je pense qu'on arrive au moment des questions-réponses. Peut-être encore répéter aussi que les documents, donc la présentation et tous les documents sont disponibles sur le site web de la commune. Si c'est pas trop facile à trouver les informations, vous allez sur la barre en haut. Là, il y a services communaux, gemeentelijke diensten. Sur le volet mobilité, il y a informations utiles. Et là se trouvent toutes les informations, donc les différents documents et la présentation. Il y a Sarah Grégoire, qui est le chef de service mobilité, qui est ici avec nous ce soir et qui a suivi le chat sur lequel des questions sont posées. Donc Sarah, je te passe la parole pour les questions. Oui, merci. Alors, pour le moment, dans le chat, il y a 3 questions, 2 qui concernent le plan de circulation, parce qu'effectivement, c'est passé assez vite. Donc, l'une des questions, c'est comment se rend-on en voiture vers l'altitude 100? Ça, Jonathan, je peux te laisser répondre. La deuxième question, c'était est-ce qu'on peut avoir accès à la présentation? Donc ça, oui, elle sera mise en ligne demain ou plus tard lundi. Et les documents relatifs au plan de circulation sont en fait déjà en ligne dans la phase 3. Dans le chat, vous pouvez trouver les liens qui mènent directement à la page où se trouvent tous les documents du plan communal de mobilité. Voilà, pour répondre à la première question, Sarah, l'accès à l'altitude 100, donc je ne sais pas si vous revoyez ma présentation. Donc il y a plusieurs possibilités selon ce schéma d'accéder à l'altitude 100, hein, donc via l'avenue Reine Marie-Henriette ou via l'avenue Besme au niveau d'Albert, via l'avenue Albert elle-même à plusieurs endroits. Voilà, il y a plusieurs moyens d'accéder à l'altitude 100 ou de repartir effectivement après vers les autres quartiers. Okay. Une autre question. Combien de personnes sont branchées à cette réunion? Nous sommes actuellement 50, il y a actuellement 53 participants. Je ne sais pas si c'était... Voilà. Bedankt voor de eerdere presentatie. De autoluwe mazen zijn een must voor de leefbare en veilige toekomst van Vorst. Maar de hoofdwegen rondom de mazen zullen zwaardere belasting hebben dan de publieke ruimte binnen in de mazen. Meer geluid, meer wagens, meer conflicten, meer luchtvervuiling. Hoe wordt de levenskwaliteit van bewoners, schoolgaande jeugd en gebruikers verbeterd op kortere termijn dan 20 jaar? Kunnen we meer ambitieus zijn en dit plan sneller ontwikkelen? Ook al is dit niet door het gewest opgelegd. Meer budget voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. C'est un point sur lequel on a particulièrement fait attention et qui est aussi ressorti des ateliers participatifs. Encore une fois, les objectifs aussi régionaux, effectivement, c'est d'améliorer cette qualité de vie au sein même de ces quartiers résidentiels qui s'appellent Maille, mais on s'est rendu compte aussi dans le cadre de tout le processus que il y a aussi des habitants ou d'autres usagers qui fréquentaient plutôt ce qu'on va appeler les bordures de mailles, les axes de circulation automobile plus importants. Et c'est aussi la raison pour laquelle on a mis l'accent dans le plan communal de mobilité de travailler sur ces axes en priorité et peut-être se dire, OK, il faut travailler sur l'apaisement des mailles, mais les axes qui sont en bordure de mailles sont aussi importants. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a aussi demandé notamment de réaménager l'avenue Willemens-Keppens et de faire attention à l'ensemble des usagers de la route le long de ces différents axes de circulation, le long desquels des gens habitent, le long desquels il y a parfois des écoles, etc. Donc voilà, ça c'est pour la partie. Je ne sais pas si Madame Leschwin voulait compléter à cette réponse. Voilà pour ma part. Ah oui, j'attendais si je parle ou pas. Donc oui, je pense que d'une côté, comme c'était déjà expliqué dans les présentations, il y a où les mailles sont traduits
dans Goodmove. Donc, c'est pas qu'une stratégie au niveau de la commune, mais aussi au niveau de la région. Donc, d'un côté, il y aura des avantages d'autres mailles qui vont découler sur notre maille également. Et d'autre côté, c'est important de travailler sur les bordures des mailles pour assurer que là aussi, le trafic pour tous les modes ou le déplacement pour tous les modes de transport est agréable. Par exemple, sur Van Volksem, sur avenue Willemans-Kupens, et si on travaille sur un mode de déplacement confortable pour tous les modes, je pense que là, c'est aussi plus facile de se déplacer quand on doit se déplacer plus loin, donc entre les différentes mailles. Voilà, peut-être je reste ici avec ma réponse. Alors, je reprends. Il y a plusieurs questions par rapport à la chaussée Nerstal. Est-ce qu'il y a déjà un plan de circulation qui est prévu pour la chaussée Nerstal? Est-ce qu'elle va rester en sens unique ou est-ce qu'elle va passer en double sens? Et quel est le calendrier pour le contrat local de mobilité Nerstal? Je vais presque te laisser te répondre, Sarah, mais en tout cas, dans le cadre du plan communal de mobilité, vraiment le plan de circulation au niveau de la maille Nerstal n'a pas été défini puisqu'il y a un contrat local de mobilité qui va venir. Et donc peut-être que toi, Sarah, tu as peut-être plus d'infos concernant le calendrier. Oui, donc je vais reprendre les questions dans l'ordre. Donc, alors, pour la maille Nerstal, pour l'ensemble de la maille Nerstal, le plan de circulation n'est pas encore défini. Cependant, il y a déjà un projet qui se situe dans le cœur de Forêt, donc autour de la place Saint-Denis, de l'hôtel communal, et donc une portion de la chaussée de Bruxelles et de la chaussée Nerstal, où des études de mobilité ont déjà eu lieu. Et donc, effectivement, il sera proposé de mettre une partie de la chaussée Nerstal en sens unique, c'est celle qui se rapproche du cœur de Forêt, et idem pour la chaussée de Bruxelles. Quant au calendrier pour le contrat local de mobilité, la commune est invitée à la réunion de lancement de cette maille tout début décembre. Donc, les habitants seront informés probablement début 2022 des étapes de participation sur cette maille. Alors, bonsoir. Rien n'est dit par rapport à une régulation du stationnement des trottinettes électriques. Pourtant, elles sont déjà très envahissantes. D'autres villes prévoient des stationnements spécifiques comme pour les vélos. Et ici? La petite erreur de manipulation. C'est une remarque qui est pertinente et je pense qu'effectivement aussi par rapport à ce qu'il y a déjà eu, donc il y a une première réunion de présentation de ce même plan communal de mobilité en présentiel et c'est aussi un élément qui était ressorti. Et donc quand on a parlé tout à l'heure du respect du savoir-vivre, effectivement, notamment au niveau des cyclistes, des voitures automobiles, je pense que c'est quelque chose qu'on doit voir de manière plus large. Et effectivement, plutôt une cohabitation de l'ensemble des modes de transport, que ce soit les cyclistes, que ce soit les piétons, que ce soit les trottinettes, etc. Et oui, c'est une remarque pertinente qu'on va probablement aussi intégrer dans le cadre du PCM. J'y ajoute peut-être encore que c'est pas une souci que forestoise, mais c'est une souci qui est plutôt aussi régionale. Donc, au niveau de la région, il y a un projet d'ordonnance qui est en cours de discussion pour prévoir des emplacements de stationnement pour les trottinettes et donc aussi des discussions avec les différents opérateurs. Donc, dès que le processus sera abouti au niveau régional, ça sera aussi d'application au niveau communal, bien sûr. La question suivante est, quand on parle de rue confort piéton, parle-t-on uniquement de la qualité des trottoirs ou également de la qualité des promenades, c'est-à-dire pas de trafic de transit? Alors, d'abord, le réseau confort piéton, c'est surtout le confort au niveau des itinéraires. Et donc, il y a certaines voiries qui sont reprises dans le réseau piéton confort, mais qui sont aussi le long d'axes structurants au niveau automobile. Donc, l'un n'implique pas l'autre. Donc, c'est vraiment le confort au niveau de l'usage avant tout.
Maintenant, effectivement, dans les mailles, si le réseau piéton-confort se situe dans la maille, ce sera combiné, effectivement. Jonathan, excuse-moi, c'est la régie pour te demander de laisser le slide, s'il te plaît. Merci. Ok, lequel? Le slide de présentation. Merci. Je fais ça. Alors, question suivante. Au niveau des pistes cyclables, selon le plan, seulement une piste cyclable est prévue dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire Willemanskeupen-Spont-Lutre. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de pistes cyclables séparées prévues alors que la demande des cyclistes est très forte? Par exemple, pourquoi pas de pistes cyclables séparées ne sont pas prévues sur les voiries autoconfort comme Globe Van Volksem, alors que néanmoins c'est une obligation selon Good Move? La réponse ici, je réfléchis, hein, pourquoi c'est pas prévu? Donc, il faut savoir qu'on a effectivement travaillé surtout sur le réseau vélo plus et vélo confort, hein, tel que c'était demandé, et que par rapport à ces deux, en tout cas ces deux axes, enfin ces deux réseaux, les propositions d'aménagement sont en adéquation avec effectivement les propositions régionales et notamment le guide des aménagements cyclables. On va revérifier concernant effectivement Van Volksem, puisqu'il faut un trafic séparé, puisqu'on est le long d'une autoconfort. Et donc, si ce n'est pas repris dans le PCM, ça effectivement, ça doit l'être. C'est parce qu'on, voilà, dans le cadre du PCM, on travaillait avant tout sur le réseau plus et confort de l'ensemble des modes de transport. Et donc, effectivement, Van Volksem, c'est pas un réseau vélo plus ni confort. Et peut-être que du coup, c'est pas repris, mais on va vérifier. Mais donc, sinon, aussi pour répondre à la question, pourquoi n'y a pas-t-il plus de pistes cyclables? Donc, les aménagements qui sont proposés sont aussi cohérents par rapport au guide des aménagements de la région de Bruxelles-Capitale. Et donc, dans certains cas, et dans de nombreux cas, une piste cyclable séparée n'est pas forcément nécessaire pour offrir du confort aux cyclistes. Voilà. Toujours sur Willemanskeupen. Willemanskeupen, c'est une priorité pour la commune et l'implémentation des mailles sont liées avec ce réaménagement. Quel est le timing pour son réaménagement au niveau des plans, permis? Qu'est-ce qui est déjà réalisé? Peut-être que tu peux répondre plus précisément. Je peux répondre peut-être. Oui, j'allais dire, je vais m'occuper de la réponse. Donc, maintenant que le PCM est en phase finale, en fait, ça va venir appuyer une demande que la commune a déjà effectuée auprès de la région de réaménager. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de permis. Ce n'est pas prévu par la région de réaménager cet axe. Seulement, la commune fait son lobby auprès de la région pour pouvoir mettre cet axe en priorité, étant donné qu'elle ressort dans le PCM comme un axe problématique sur lequel il faut agir en priorité. Et je fais le lien avec la remarque sur la maille parvis. Vu que l'aménagement de la barrière va prendre plusieurs années, est-ce que ça veut dire qu'il n'existe aucune manière d'implémenter le plan de circulation avant cet aménagement? Alors non, ça ne veut pas dire que le plan de circulation de la maille parvis ne sera pas mis en œuvre tant que la barrière n'est pas réaménagée. Ça veut juste dire qu'il faudra être plus vigilant et qu'il faudra probablement prendre d'autres mesures que celles qui sont envisagées si rien ne se passe au niveau de la barrière. Alors, question suivante. Le trajet du tram 7 n'est pas encore décidé. L'option du passage sous le parc de forêt est encore ouverte. Pourquoi l'avez-vous indiqué comme décidé? On ne l'a pas indiqué comme décidé. Donc, dans le plan communal de mobilité, on a bien dit que ce choix était encore, n'était pas encore du tout décidé. Et donc voilà. Donc ici, parfois sur certaines dias, par exemple, quand on a repris le réseau TP+, notamment pour la question des sites propres, on a repris en se disant, voilà, si le tram passe par là, il faudra ne pas oublier le site propre. Au niveau de Rennes-Marie-Henriette, je ne pense pas que la STIB l'oublierait le cas échéant. C'est juste pour être complet dans les documents, mais il n'est nullement écrit que c'était décidé dans le cadre du plan communal de mobilité. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas décidé, c'est ce passage au-dessus, à côté, etc. du parc de forêt. Alors, le plan Good Move prévoit la diminution du parking en voirie. Pourriez-vous indiquer dans les grandes lignes comment vous envisagez de réaffecter cet espace récupéré et dans quelle mesure ce sera appliqué?
Alors, au niveau de la réduction, effectivement, de l'emprise du stationnement, donc on en avait donné un petit aperçu. Donc, il y avait aussi des questions précédemment de se dire combien de places, etc. Est-ce qu'il y a des objectifs? Donc, il faut savoir que la région a un objectif à l'échelle régionale, qui est la réduction de 65 000 places de stationnement, qu'aucun objectif n'a été donné aux communes concernant le nombre de places de stationnement à supprimer. L'optique est ici de dire la réduction de stationnement doit se faire avant tout au regard d'une amélioration de l'espace public ou des conditions de déplacement des différents réseaux de transport. C'est la raison pour laquelle il y a différents lieux qui ont été identifiés comme prioritaires et parce que aussi la voirie, elle a le gabarit qu'elle a et à un moment donné, il faut faire des choix. Et donc, c'est à ce niveau-là que le stationnement est supprimé, comme sur l'avenue Willemans-Coppens, mais pas que à cet endroit-là, comme sur l'avenue du Pont-Lutre, comme sur l'avenue Victor Rousseau, effectivement, où il faut offrir plus de confort aux différents usagers de la route. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'effectivement que la réduction du stationnement va se faire, c'est de manière ciblée, en fonction des besoins et de manière progressive aussi. Voilà, au fur et à mesure, effectivement, il y a des choses qui vont être améliorées et donc les besoins en stationnement devront être, enfin pas les besoins, mais l'offre en stationnement devrait être réduite sur l'espace public et éventuellement reportée au revoir. Question suivante. Comment expliquer aux habitants qui, comme ma famille, sont déjà en train de réduire leur parc automobile, de circuler à vélo au péril de leur intégrité physique? Nous sommes à 3 accidents en tant qu'usagers faibles en droit et à supporter une fois chez eux le report de circulation qu'ils contribuent à diminuer. D'où l'intérêt de nouveau et d'où le point d'attention du plan communal de mobilité. Donc, encore une fois, voilà, l'objectif du PSM, c'est de traduire au niveau local les objectifs régionaux. Et le point d'attention en particulier du plan communal de mobilité, c'est de se dire attention aux axes sur lesquels on reporte ou sur lequel on souhaite reporter le trafic. Et c'est là-dessus que le plan communal de mobilité agit, en se disant, OK, on a entendu effectivement les objectifs, mais il y a des points d'attention qui sont ressortis, notamment le confort, la sécurité, les conditions de déplacement le long de ces axes principaux de circulation dont on a parlé déjà à plusieurs reprises. Mais voilà. J'ai encore plusieurs questions sur le plan de circulation. Je pense qu'il amène beaucoup de questions. Donc, alors j'en ai une. C'est il y a une simulation de déplacement pour la partie gauche de Forêt, mais pas le long de l'avenue Albert. Pourquoi? Est-ce que la rue de la Mutualité sera mise en sens unique? On cherche à apaiser les grands quartiers, mais qu'en est-il de l'avenue Kersbeek, parallèle à la chaussée Nerstal et du report de circulation? Attends, j'en ai encore plusieurs. Quand on habite du côté de la chaussée de Bruxelles et donc dans le bas de Forêt, comment se rend-on en voiture vers l'altitude 100? Voilà, il y a beaucoup de questions par rapport à comment est-ce qu'on se déplace d'un point A à un point B une fois que les plans de circulation seront mis en place. Comment se rend-on d'un point A à un point B? Effectivement, encore une fois, l'objectif, c'est de rentrer dans le quartier au plus proche de son point d'entrée ou de point de sortie. Donc, comment rentre-t-on quand on habite dans le bas de la chaussée de Bruxelles pour arriver à altitude 100? Effectivement, il faut à ce moment-là remonter sur Van Volksem et faire le tour et rentrer au niveau du Square Lenné ou dans ces environs-là. Donc, l'accès sera toujours possible. C'est effectivement à ce moment-là, il y a d'autres itinéraires. Il y avait une question sur il y avait une question sur l'avenue Albert aussi, Sarah, tu as dit. Oui, c'est dans les. Alors, si j'ai bien compris la question, c'est dans les slides qui sont proposés, c'est que tu as fait des exemples avec la petite maison. Donc, si j'habite à tel endroit, comment est-ce que je fais pour quitter la maille et comment est-ce que je fais pour rentrer la maille? Et donc, la question est pourquoi est-ce qu'on n'a pas pris d'exemples qui vont vers l'avenue Albert? On a pris en fait, si vous voulez, on avait étudié surtout sur 3 sous-quartiers, donc le sous-quartier plutôt Union, le sous-quartier plutôt Forêt Nationale et le sous-quartier plutôt Altitude 100. Et au niveau de l'avenue Albert, effectivement, voilà, de toute façon, l'accès et ou la sortie se fera via l'axe Albert ou via la place Albert. Donc toute cette zone plutôt qui est située dans le nord-est, l'accès se fera depuis et vers l'avenue Albert et les environs. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, Sarah.
Il y en a Et encore la une, Kers- du coup, il y qui me avait revient. avenue Kersbeek, il y avait l'avenue de Kersbeek, et donc, si je me trompe pas, mais l'avenue de Kersbeek, la réflexion va se faire aussi dans le cadre du contrat local de mobilité du quartier de Neerstal, et donc c'est vraiment dans ce cadre-là qu'il faudra réfléchir au plan de circulation à ce niveau-là. Oui, et alors la dernière question qu'il y avait sur les sens de circulation, c'était est-ce que la rue de la Mutualité sera mise en sens unique? Par cœur, je ne sais plus. Je ne sais plus si vous voyez. Je pense que c'est prévu, mais voilà, vous pouvez remontrer le slide. Donc c'était ici, hein, effectivement. Alors l'avenue de même mutualité, je ne sais plus. Je pense que c'est ici. Et donc là, en fait, la lune, pour l'instant, il y a un petit point d'interrogation parce que ça va aussi dépendre de ce qui va se passer sur Uccle. Donc voilà, dans le cadre, il y a une réflexion qui doit se mener sur cette avenue-là parce que ça va aussi dépendre de ce qui va se passer sur Uccle. Donc voilà. Et encore une fois, le plan communal de mobilité à Uccle est en cours et il est très fort probable qu'il y ait des réflexions qui se fassent sur cette partie de maille aussi, ce qui serait cohérent aussi avec Forêt. Alors, je vais prendre une question à laquelle je vais répondre. Donc, il existe au carrefour avenue Averskerk et avenue du Jon sur Forêt des plots rouges et blancs d'essais qui sont là depuis 2 ans. Qui va aménager ce carrefour? Alors, c'est une longue discussion avec la région. En fait, cet aménagement-là est prévu par la région, mais la région étant à court de budget, ils l'ont suspendu. Donc, la commune redemande chaque année à ce que l'aménagement soit effectivement réalisé. Alors, il faudrait aussi penser à rajouter des bornes de recharge pour la STIB à Forêt nationale, par exemple. C'est un commentaire que vous pouvez tout à fait nous envoyer dans le cadre de l'enquête publique et nous serons ravis de relayer à la STIB. Sur le trottoir de l'avenue des Villas, les vélos roulent à une allure folle. Allez-vous résoudre ce problème? C'est extrêmement dangereux. Dans le cadre du PCM, voilà, on est sur un document stratégique, donc on ne va pas résoudre tous je veux dire, les problèmes ponctuels effectivement de conflit, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une question aussi de respect de l'ensemble des usagers les uns envers les autres. Et donc, c'est là que nous, on propose d'agir. Maintenant, sauf si Sarah, tu dis le contraire, c'est aussi des informations que vous pouvez remonter directement au niveau de l'administration communale. Hein. Je pense que ça fera partie d'une sous-action de cette action de bonne cohabitation entre les différents usagers de la route. Tout à fait, ça fait partie aussi des mesures de contrôle. Donc ça, pour information, en fait, la commune a des réunions régulières avec la police et ce genre d'information, en fait, est systématiquement remonté à la police pour qu'il puisse aussi, également y avoir des contrôles. Alors, question suivante. Pourquoi les habitants de la verrerie et Neerstal n'ont toujours pas été invités à une concertation? A-t-on tenu compte du fait qu'en 10 ans, 450 nouveaux logements ou logements rénovés seront entre Verri et Neerstal? Qu'est-ce qui est prévu pour les 200 voitures supplémentaires estimées par le Foyer du Sud en termes de stationnement? Je sais pas, Sarah, peut-être que je peux toi te laisser répondre à cette question, parce qu'encore une fois, ça va. Allez, je veux dire, on renvoie aussi sur le contrat local de mobilité, mais voilà, c'est aussi parfois la difficulté des processus qui sont mis en place. Mais voilà, la question, encore une fois, de Kersbeek et Verri va se retrouver dans le contrat local de mobilité. Et en ce qui concerne le projet, là, je laisse le soin à la commune de répondre à cette question. Oui, ben, moi je vais répondre que oui. Donc en fait, au niveau du service mobilité, on suit effectivement tout ce qui se passe également au niveau urbanisme, logement, rénovation des logements, afin d'anticiper les besoins futurs. Donc ici, par exemple, dans le cadre du foyer, enfin dans le cadre des rénovations de ce qu'on appelle les blocs jaunes, donc des squares Lison, Manon, Toinon, il y a eu tout un travail avec le Foyer du Sud pour travailler aussi bien sur le stationnement voiture que sur le stationnement vélo. Il y a un tout nouveau parking vélo qui a été construit également dans le site des Huileries. Donc en fait, oui, on prend tout ça en compte et on continue d'y travailler. Donc on n'oublie pas les nouveaux habitants qui arriveront.
Alors, est-ce que les trottinettes vont avec les vélos? Ça dépend dans quel sens on pose la question, mais en tout cas, la place de circulation des trottinettes est effectivement assimilée à celui du vélo dans la majeure partie des cas. Ça dépend à quelle vitesse circule la trottinette. Et alors ici, c'est une remarque plutôt qu'une question. Il y a 3 arrêts de bus à 100 mètres l'un de l'autre sur Jupiter et Rousseau. Supprimer au moins un fluidifierait le trafic. Oui, c'est une réflexion qu'on a mise sur la table, effectivement, dans le cadre du plan communal de mobilité. Donc, c'est une suggestion, une réflexion qu'on a faite et donc on a remonté aussi au niveau de la STIB. Alors bonsoir, merci pour la présentation. Pourquoi la commune ne pousse pas plus pour un prolongement de la ligne métro 3 qui partirait d'Albert pour aller jusque Forêt Nationale et même plus loin, par exemple Forêt Est, Forêt Centre, Usine Audi? C'est le transport en commun qui permet une efficacité telle qu'on pourrait réduire les voitures lors de concerts. Il y a déjà un tram et des bus qui ont été rajoutés, mais les personnes qui ne viennent pas de Bruxelles ne prennent pas ces transports-là. De plus, dans le nouveau plan, il est prévu de retransférer le transport de voitures avenue du Globe, mais les soirs de concert, ça va être catastrophique. Le carrefour est toujours bloqué, même avec l'aide de la police. Je ne sais pas si effectivement je dois répondre à cette question-là en tant que bureau d'études, mais voilà, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas réfléchi dans le cadre du plan communal de mobilité, puisque ça concernait surtout la spécialisation multimodale des voiries. Donc peut-être que, je ne sais pas, peut-être que Madame Léchevin ou Sarah, vous pouvez répondre à cette question. Oui, je peux y aller et Sarah, si tu veux, tu peux compléter. Je pense que le but de notre plan communal de mobilité, c'est pas de faire un plan pour forêt nationale ou pour étudier comment les visiteurs de forêt nationale vont arriver à l'endroit. C'est plutôt d'étudier le confort des modes de déplacement sur notre territoire, mais bien sûr, les activités de forêt nationale impactent la mobilité au niveau de la commune. Il y a en effet déjà des modes de transport qui sont là. On travaille aussi avec Forêt Nationale pour encourager les visiteurs à venir en mode actif. Je pense qu'il y a une collaboration, par exemple, avec la SNCB aussi, d'inclure une réduction dans le ticket pour venir en train vers Forêt Nationale. Il y a aussi une collaboration avec la STIB et de l'autre côté, c'est pas actuel à ce moment-là parce qu'il y a très peu d'activités ou il n'y a pas eu d'activité à Forêt Nationale pendant l'année passée. Donc la commune avait instauré un zone d'événement pour faire face au problème de stationnement dans les quartiers. C'était quelque chose qui était aussi déjà recommandé dans le projet de plan d'action communal au niveau du stationnement. Donc, ça a été mis en œuvre début 2020, mais donc ça a été arrêté dès l'arrêt aussi des activités dans Forêt Nationale, mais donc à suivre et à évaluer de manière continue dès que les activités recommencent aux Forêts Nationales. Alors, il y a des questions sur des zones limitrophes. Comment se passe la coordination avec UCLE pour définir le plan de mobilité pour la maille altitude 100? Et il y a aussi des commentaires par rapport au stationnement des riverains qui habitent dans des rues limitrophes qui est compliqué. Comment améliorer la situation de ces riverains-là? Pour ce qui concerne la première question avec UCLE, il faut savoir que le plan de circulation tel qu'il est proposé aujourd'hui a été présenté aussi à la commune, hein, donc à son échevin et à la personne qui est responsable du service mobilité, ou en tout cas en charge du plan communal de mobilité, et il appartiendra effectivement après à la commune de poursuivre les échanges, mais je crois qu'effectivement ça va de soi d'avoir quelque chose de cohérent à l'échelle de l'ensemble des deux communes, puisqu'on a vu la maille s'étend sur vraiment quasiment pour moitié sur UCLE et sur Forêt.
Et en ce qui concerne le stationnement, comment faciliter le stationnement? Enfin voilà, j'ai pas de réponse. J'ai pas non plus bien compris le sens de la question par rapport au plan communal de mobilité. Peut-être il s'agit des accords de, j'ai pas le mot en français directement dans ma tête, mais des accords pour les frontières entre les deux Ok. communes. Donc pour les forestois, il y a un accord qu'ils peuvent se garer sur une partie d'Uccle. Ouais. Est-ce que peut-être Sarah, tu sais peut-être plus répondre alors à la question à ce moment-là qui est posée? Par rapport au stationnement sur les voiries limitrophes, effectivement, il y a des discussions régulières entre communes pour essayer d'améliorer la situation. Ce qui se passe entre Uccle et Forest, et là où il peut y avoir de temps en temps des couacs, c'est que les systèmes informatiques utilisés sont différents. Et donc, ce qui ne permet pas en fait des contrôles faciles. Et donc, avec la région et les 19 communes, on essaye de trouver un terrain d'entente pour que toutes les communes utilisent les mêmes systèmes et de travailler par quartier plutôt que par commune afin de faire fi des limites communales, afin de résoudre ce problème. Mais voilà, ce sont des discussions qui prennent du temps, mais qui sont encore en cours. Un mieux est à venir. Alors, qu'est-il prévu pour le stationnement lors des matchs de foot de l'Union Saint-Gilloise? Envoyer des supporters se garer au parking Audi ou y a-t-il d'autres solutions? Alors ça, je vais peut-être répondre si tu le veux, Jonathan, ou Esmeralda, si toi, tu veux répondre. Oui, comme avec Forêt nationale, je peux y aller. Si tu veux, tu peux compléter. Donc, c'est assez nouveau, bien sûr, que il y a plus de supporters qui viennent au match de l'Union Saint-Gilloise. En général, on a toujours, on a pas eu de grands problèmes de stationnement ou pas dans l'ampleur, ce qui cause Forêt nationale, parce que c'est un public qui vient généralement en transport public, un public plutôt local que si on fait la comparaison avec Forêt nationale, parfois c'est un public qui vient de partout dans la Belgique. Donc, d'une côté, le public est différent, c'est aussi un public qui revient régulièrement, mais donc je pense que c'est important pour la commune de suivre l'impact au niveau du stationnement et d'objectiver également. Donc, je pense que c'est quelque chose dans les mois à venir à discuter avec Parking Bruxelles pour récolter des données et donc pour pouvoir bien suivre l'impact et prendre des mesures si l'impact est plus problématique qu'on l'estime à ce moment-là. Très bien. Question suivante. De manière générale, on fait beaucoup d'études à Bruxelles, mais on concrétise trop peu et très lentement. Ici, prévoyez-vous des ressources humaines et financières supplémentaires pour concrétiser au moins une partie significative de ce PCM? Et alors, il y a des questions du coup, que je vais lier. Qu'est-ce qui permet de penser que le PCM et le Good Move vont aboutir et quels sont les délais de mise en œuvre? Je pense que c'est plus une question pour la commune que pour nous, le bureau d'études. Alors moi, je peux y aller. D'un côté, je pense que je suis heureuse de voir que le service mobilité est presque à nouveau au complet. On n'a pas pu travailler avec une équipe en complet pendant assez longtemps. Donc, je pense que déjà, si on sera complètement au complet, on n'aura plus de personnes pour avancer à réaliser Good Move et le PCM. Au niveau financier, ce sont des discussions budgétaires qui se font chaque année et de l'autre côté, on continue à faire notre lobby vis-à-vis de la région, projet par projet. Donc, dès qu'il y a des projets prévus, on essaye d'y participer. Je pense qu'on n'a pas fait le boulot trop mal parce qu'on a obtenu ces 2 contrats locaux de mailles, donc des projets de la région pour réaliser des mailles, pour lesquels il y a aussi de financement prévu par la région. Donc,
on essaye de saisir toutes les opportunités possibles. On n'a pas d'estimation de coût total du PCM ni de qu'est-ce que ça va coûter à la commune de réaliser Good Move, mais on essaye oui, de saisir toutes les opportunités pour le réaliser. Moi, je compléterai par rapport au délai. Alors, la phase 4 du plan communal de mobilité reprend en fait un phasage de toutes les actions qui sont prévues. Donc, il y a des actions qu'on peut commencer dès demain et qui seront continues. Il y a des actions qui sont progressives. Il y a des actions à moins de 5 ans. Il y a des actions à plus de 5 ans. Il y a des actions au-delà de 10 ans. Donc en soi, ça va servir au service mobilité à faire un suivi des différentes actions qui vont être menées du coup dans les 10 prochaines années. Et comment est-ce qu'on va évaluer la diminution de trafic et de quelle manière? Donc dans le cadre du PCM, il y a des comptages qui ont été réalisés et régulièrement, en fait, la commune réalise des campagnes de comptage dans certains quartiers avant de prendre des mesures, avant de réaménager des nouvelles voiries. C'est des habitudes qui sont là maintenant depuis 3-4 ans et qui nous permettent de suivre l'évolution en fait du trafic automobile et du trafic cycliste également. Alors, il y a encore des questions sur l'altitude 100. Il paraît que l'accès est coupé complètement en venant du sud. C'est difficile, on ne prend que rarement la voiture pour aller vers le centre. Par contre, on va souvent vers Drogenbos pour le shopping, par exemple. Pour revenir de là, il semble qu'il va falloir faire une large boucle vers le nord. Est-ce que vous pourriez réexpliquer, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Donc, je reprends la page de l'altitude 100. Donc, effectivement, si on veut sortir du quartier pour l'instant avec ce qui est proposé, on voit qu'on peut sortir, notamment pour aller vers Drogenbos via différents itinéraires. Et donc l'itinéraire le plus conseillé, c'est de prendre effectivement le plus rapidement possible le réseau confort, hein, que ce soit a priori par ici, donc par Globe, etc. Et pour rentrer chez soi, effectivement, ça devra effectivement se faire via l'avenue Albert, a priori. Donc voilà. Donc, Alors, question suivante. La limitation de vitesse à 30 km/h n'est pas bien respectée. Que prévoyez-vous comme moyen pour ralentir la circulation des voitures? Alors les mesures précises, très précises, effectivement, ne sont pas définies dans le cadre du plan communal de mobilité. Et donc là aussi, je pense que Sarah, tu compléteras probablement ce que je vais dire, mais voilà, la commune doit faire d'abord des mesures pour voir dans quelle mesure c'est respecté ou pas respecté, et à ce moment-là, de voir quelles seraient éventuellement les mesures à prendre, notamment en commission sécurité avec la zone de police. Mais je ne sais pas, Sarah, si tu veux compléter aussi, Esmeralda, tu... Oui, je pense qu'en général, on essaie de faire de placer des radars préventifs. D'abord, ça nous donne déjà une impression de la vitesse. On essaie de les placer un petit peu partout au niveau de la commune. Aussi, quand on reçoit des signalisations des riverains, donc n'hésite pas à nous signaler certains endroits où vous pensez que des contrôles sont intéressants. Donc, dès que nous avons ces résultats de la police, on évalue également quelles sont les mesures nécessaires à prendre pour faire plus de contrôle, pour faire respecter la vitesse. Alors, question suivante, c'est quels sont les plans pour l'avenue Victor Rousseau pour les cyclistes? Aujourd'hui, il n'y a pas moyen de circuler à vélo en sécurité entre le haut et le bas de forêt. Et cela est mauvais pour le commerce local. Ce qui est proposé dans le plan communal de mobilité, c'est effectivement, dans le bas de l'avenue Victor Rousseau, vous avez effectivement pas mal de stationnement en épi, et donc il est proposé de revoir le stationnement en épi et de le mettre en longitudinal. Voilà, il y aura quelques pertes de stationnement à ce niveau-là, mais ça va permettre grandement d'améliorer le confort de déplacement à nouveau des cyclistes, notamment dans le sens de la montée, notamment du fait qu'il y a la présence du bus. Donc ça, c'est ce qui est proposé déjà sur une partie de l'avenue Victor Rousseau. En particulier sur la partie qui, selon nous, est la plus inconfortable à l'heure actuelle, et de retravailler aussi éventuellement sur la partie supérieure. Mais déjà des propositions concrètes, en tout cas pour la partie plutôt dans le bas de l'avenue Victor Rousseau.
Oui, désolée quand il y a parfois un petit peu de pause. Pour notre équipe, c'est pas toujours évident de lire les questions et de distribuer la parole en même temps. Mais donc, je vois qu'on arrive plutôt vers 9h30, ce qui était l'heure fin que nous avons essayé de maintenir. Donc, je propose, Sarah, s'il y a encore des questions qui te semblent importantes au niveau de clarification, tu peux les mentionner. Sinon, si vous avez encore d'autres questions, n'hésite pas à nous contacter, à me contacter. J'essaie de toujours répondre. C'est pas peut-être assez rapide comme souhaité toujours, mais aussi via le boîte mail de mobilité à forêt.brussels, on essaie aussi de répondre assez vite. Mais donc, Sarah, si tu as encore des questions qui brûlent et qui doivent avoir une réponse ce soir, dites-nous. Sinon, on va essayer de clôturer petit à petit. J'ai peut-être encore en posé une qui est sur la suite du processus. C'est à partir de quel moment la commune ne fera plus appel à Traject et se retrouvera seule sans les compétences de ce bureau d'études. Alors, le bureau d'études avait pour mission de nous aider dans l'élaboration du plan communal de mobilité. Donc, comme Jonathan l'a expliqué à la fin de sa présentation, il sera avec nous jusqu'à la fin de l'enquête publique et il nous aidera encore à analyser les différentes remarques afin d'avoir le plan définitif. Voilà. Et puis, c'est la mission avec le bureau d'études s'arrêtera là. Cela ne veut pas dire que la commune reste sans compétences et sans connaissances sur la mobilité à Forêt. Au contraire, le bureau d'études est venu nous appuyer pour que d'autres missions du service puissent continuer et être assurées. Le travail du plan communal de mobilité nous a pris en fait 1 an et demi ensemble. Ça a été un processus assez long et assez conséquent, mais pendant ce temps-là, le service de mobilité a continué à travailler sur l'implantation de nouveaux box vélos, sur des discussions avec la STIB sur les nouvelles lignes de bus. Donc voilà. Ok. Donc, merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis ce soir. Merci aussi pour plein de questions. Je pense que la mobilité, c'est un matière très intéressante, très technique d'un côté. Donc, je pense que je voudrais encore remercier encore l'équipe présente ce soir pour essayer de nous éclaircir et de nous expliquer les plans pour la commune le plus clair possible. Donc, comme je l'avais dit, n'hésite pas à nous contacter. On essaye de revenir vers vous le plus vite possible. Et donc, n'hésite pas à prendre part dans l'enquête publique. Bonne soirée à vous tous et toutes. Merci, au revoir à tout le monde. Merci beaucoup, au revoir.